Au début du XXe siècle, les relations entre les puissances européennes sont tendues. Les conflits diplomatiques se multiplient. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman s'opposent à la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Dans les deux camps, les revendications nationalistes et territoriales prennent de l'ampleur. Le 28 juin 1914, un événement met soudain le feu aux poudres. L'archiduc François Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe. Un mois plus tard, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Et en l'espace de quelques semaines, le conflit prend une tournure mondiale. Entre 1914 et 1918, la Grande Guerre mobilise au total plus de 60 millions d'hommes. De la Russie aux États-Unis, de l'Empire ottoman au pays de la couronne britannique, plus de 30 nations sont impliquées et avec elles toutes leurs colonies. La plupart des batailles se jouent sur le sol européen, où 4 zones d'affrontement se dessinent. Parmi elles, le front ouest, une ligne de 650 km de long, s'étendant des rivages de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Pendant 4 ans, sur cette bande de terre, les deux camps se font face à quelques dizaines de mètres de distance. Pour se protéger des tirs et des bombardements, les soldats s'enterrent dans le sol. Ils creusent au fil des mois de gigantesques réseaux de tranchées. À la fin de la guerre, les traces de ce théâtre sanglant sont rapidement dissimulées et les paysans récupèrent leurs terres. Mais les paysages de l'Est de la France restent à jamais marqués par le conflit. Un siècle plus tard, vu du ciel, de larges cicatrices sont encore visibles. Ces hommes condamnés à vivre dans la crainte permanente des bombardements ne sont bien souvent pas des militaires de carrière. Entre 1914 et 1918, plus de 8 millions de civils français sont mobilisés. Dans leur pactage, ils ont emporté avec eux des souvenirs de leurs proches et de nombreux porte-bonheur. La découverte d'encriers sur les sites de fouilles démontre qu'ils écrivent aussi très régulièrement à leur famille. Certains de ces courriers ont traversé les années et offrent 100 ans plus tard une immersion terrible dans l'enfer des tranchées. C'est le cas de ces lettres rédigées par le soldat Albert Dadur, 20 ans, affecté à la main de Massige en décembre 1914. Cher oncle et tante, je fais réponse à votre lettre et carte que j'ai reçue hier soir. Quand je rentre dans les tranchées, j'y suis pour 2 jours et 2 nuits, en première ligne sans coucher ni dormir. Et puis 2 jours en deuxième ligne à la lisière d'un bois. Je suis à 25 ou 50 mètres à peine des Boches. Vous voyez qu'il ne faut pas qu'ils fassent un long bond pour venir nous trouver. On les entend parler. Il y a même des moments où ils envoient des pierres. Je vous promets qu'hier soir, quand on s'est couché, on était raide comme un bâton. Et puis dans la boue. Maintenant c'est la neige, tous les jours. Je vous promets que je ne sais pas comment on n'attrape pas plus de mal que cela. Et comment on peut résister, mal nourri, toujours froid, même pas d'eau à boire. Les 2 premiers jours, il y en avait qui faisaient fondre de la neige. Tout au long du conflit, des milliers d'hommes succombent directement à cause de ces conditions de vie presque inhumaines. Mais sur le front, le plus dangereux reste les balles et les tirs d'artillerie. Comme nombre de ses camarades, le soldat Albert Dadur est tombé sous le feu allemand le 7 février 1915. En 4 ans, plus d'1 milliard d'obus et 55 milliards de balles de fusil sont tirées sur le front ouest. La Première Guerre mondiale est une guerre industrielle où les 2 camps ennemis rivalisent de puissance. Chaque jour, c'est un déluge de bombes qui s'abat sur les hommes de part et d'autre du No Man's Land.
Tandis que l'horreur collective de la guerre se poursuit sur le front, les soldats trouvent régulièrement refuge à l'arrière, dans des camps de repos. Toutes les 3 semaines environ, blessés et miraculés y sont envoyés pour reprendre des forces. Les hommes, usés par l'intensité des combats, tentent alors d'y retrouver une vie presque normale. Même à l'arrière, dans les camps de repos, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Mais ici, loin du vacarme de l'artillerie, les troupes épuisées peuvent néanmoins souffler le temps de quelques jours. On tente également de soigner les innombrables blessés, quotidiennement évacués du front. Malheureusement, face aux blessures effroyables et à l'afflux incessant de victimes, le corps médical est bien souvent démuni. Nombre de ceux qui ont échappé au front finissent par perdre la vie dans les centres de soins. Le bilan de la Grande Guerre est dramatique. Jusqu'à l'armistice en 1918, on compte plus de 21 millions de blessés et 9,5 millions de morts dans les 2 camps. Tout le long du front ouest, des milliers de cimetières et de mémoriaux français, britanniques, belges ou allemands honorent le souvenir de toutes les victimes de la Grande Guerre. De ces hommes qui semblent aujourd'hui être morts pour rien et avoir été sacrifiés au nom d'un nationalisme exacerbé. En étudiant les vestiges qu'ils ont laissés derrière eux, archéologues et historiens contribuent à perpétuer leurs souvenirs et font évoluer notre regard sur ces 4 années sanglantes. Ces tranchées, ces souterrains, ces lettres et ces objets personnels nous rappellent l'horreur du champ de bataille et les millions de familles brisées dans les 2 camps. Un siècle plus tard, les derniers survivants du conflit ont tous disparu. Raconter leur histoire fait aujourd'hui partie de notre devoir de mémoire, pour que l'on n'oublie jamais cette guerre qui devait être la der des der, mais qui porte déjà en elle le germe d'un autre conflit, encore plus dévastateur.